Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Nous parlions hier, durant cette revue de la presse, des mises en garde du chef du Shin Bet, Nadav Argaman, sur l'ingérence possible d'un pays dans les prochaines élections. Et ce matin, en consultant la presse israélienne, on comprend que le pays en question n'est autre que la Russie. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que dès hier, les autorités russes ont formellement démenti toute implication dans la campagne électorale via la cybertechnologie, et ensuite parce que ce matin, en consultant par exemple le Maariv, eh bien on comprend que pour les experts en cybertechnologie israélienne, il ne fait aucun doute que des éléments étrangers, russes en particulier, tentent de pénétrer dans les systèmes informatiques israéliens, et que, plus grave encore, ils décèlent également une activité en sourdine des ingénieurs iraniens. Alors, les quotidiens israéliens citent ce matin les déclarations du Premier ministre Binyamin Netanyahou, selon lesquelles Israël est prêt à déjouer toute ingérence de ce type durant la campagne électorale et même après. Mais il semble d'ores et déjà évident que ce dossier va nous accompagner jusqu'au 9 avril prochain, peut-être même après. Le Haaretz, lui, nous explique ce matin qu'Israël n'est pas le seul pays qui a dû être confronté à l'ingérence technologique des Russes lors d'élections diverses. Même la France et la Grande-Bretagne ont été dans ce cas de figure. Le Yediot Aharonot, lui, explique ce matin en manchette que l'implication de pays étrangers dans la campagne électorale risque de se faire via un système sophistiqué de fake news qui seront envoyés dans les smartphones des Israéliens et via également l'envoi d'informations sensibles sur les candidats à la prochaine Knesset. Et le Yediot Aharonot de titrer ce matin tout ce que vous vouliez savoir sur les dangers d'une ingérence étrangère dans les élections et sur comment vous protéger de cette ingérence. Et puisque nous parlions à l'instant du chef du Shin Bet, sachez que le Haaretz cite également ce matin d'autres propos de Nadav Argaman selon lesquels les investissements chinois en Israël risquent de mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. Argaman a souligné que la Chine était impliquée dans de très vastes projets de développement d'infrastructures, comme par exemple l'élargissement du port de Haïfa, ou plus exactement la construction d'un port privé dans la baie de Haïfa, et qu'il est donc nécessaire d'instaurer, selon lui, une législation permettant de mieux contrôler les activités chinoises en Israël. Argaman a révélé que les autorités israéliennes faisaient l'objet de nombreuses pressions américaines à ce sujet. Nous allons, comme le font les quotidiens israéliens ce matin, ouvrir une longue page électorale que nous allons débuter par la manchette du Israël Hayom, qui se fait l'écho de la stratégie électorale, mais aussi juridique du Premier ministre. Après le fameux « il n'y aura rien car il n'y a rien », M. Netanyahou va désormais faire passer un autre message à l'opinion publique israélienne. Cet autre message est le suivant: il va y avoir un acte d'accusation contre moi. Et alors, en effet, le Premier ministre, qui s'est, selon le Israël Hayom, autodésigné comme grand stratège de la campagne électorale, est désormais persuadé qu'il sera inculpé durant le mois de février par le conseiller juridique du gouvernement. Et son objectif est donc actuellement de minimiser l'importance de cet acte d'accusation. En marge de cette nouvelle stratégie décidée par Binyamin Netanyahou, Mati Turfeld constate dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom que toute la classe politique est à la recherche de candidats sécuritaires. Le Likoud en a trouvé un en la personne de Yoav Gallant, qui est un transfuge du parti Kulanu et qui est devenu le seul général à se porter candidat dans la prochaine liste électorale du parti. Gallant a été nommé hier pour 3 mois ministre de l'intégration. Le Maariv lui aussi révèle que Yair Lapid tente de séduire actuellement l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gabi Ashkenazi, qui apparemment est aussi sollicité par Benny Gantz. Le Yediot Aharonot, lui, se penche ce matin sur le secteur arabe israélien avec le départ de la liste arabe unifiée d'Ahmed Tibi. Et le journal souligne que 47% des personnes interrogées dans un dernier sondage au sein du secteur arabe israélien souhaitent voir Ahmed Tibi devenir la prochaine tête de liste de la liste arabe unifiée, contre 20% qui veulent que l'actuel leader Ayman Oudeh reste en poste. Le Israël Hayom rappelle que c'est aujourd'hui que se tiendra la convention du Parti travailliste et que celle-ci va se dérouler dans une atmosphère de tension et de malaise profond à la suite des très mauvais sondages qui créditent le parti de 8 à 9 députés pour la prochaine Knesset. Le journal cite certains responsables travaillistes qui admettent que l'objectif de cette convention sera de destituer Avi Gabay afin de modifier cette tendance défavorable. Toujours dans le Israël Hayom, Naftali Bennett affirme qu'il n'a pas l'intention d'enlever des voix au Likoud, mais que sa formation, la nouvelle
nouvelle droite entend récupérer des voix dans les partis de Yair Lapid et de Benny Gantz, c'est-à-dire plutôt au centre. Tous les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur l'accord annoncé hier dans le procès de l'ancien ministre du parti de Sommet, Gonen Segev, qui est accusé de collusion avec l'Iran. Il y a 6 mois, Segev avait été arrêté par les forces de sécurité, accusé donc d'avoir fourni des informations sur les sources énergétiques d'Israël à l'Iran. Segev était ministre de l'énergie justement dans les années 90 dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir, mais depuis il avait déjà eu des démêlés sérieuses avec la justice israélienne, mais pas à ce point. Finalement, l'accord de compromis établi avec lui stipule qu'il reconnaîtra avoir espionné pour le compte de l'Iran et qu'en contrepartie, il ne sera condamné qu'à 11 années de prison. S'il n'avait pas conclu cet accord, en effet, il aurait risqué la réclusion à perpétuité. Un titre étonnant ce matin en une du Yediot Aharonot. Le New York Times a publié sa liste des villes ou de pays qu'il faut absolument avoir visité à travers le monde. Et surprise, eh bien, la ville d'Elat se hisse au 6e rang. Elat est définie dans ce classement comme le site privilégié pour découvrir l'une des plus belles réserves sous-marines au monde. Le journal explique comment des restaurants, par ailleurs, et ça c'est un autre titre, le journal le Yediot Aharonot explique également dans son supplément quotidien comment les restes des restaurants non cachers qui par exemple proposaient jusqu'à ces derniers mois des fruits de mer à leurs clients sont devenus au cours des derniers mois donc cachers et qu'il y a une véritable mode de la restauration cachère, y compris dans des villes comme Tel Aviv ou Herzliya où il n'y avait pas particulièrement beaucoup de restaurants cachers. Le journal cite également le restaurant Agadir où l'on a retiré les tranches de jambon du hamburger et le journal tente également de répondre à la question qu'il se pose, qu'est-ce qui se cache derrière donc cette tendance? Est-ce qu'il s'agit plus de religiosité ou bien tout simplement des motivations économiques? Peut-être les deux. Mais ce n'est pas tout. Le Yediot Aharonot publie ce matin un dossier dans son supplément quotidien sur la popularité grandissante des restaurants et de la nourriture donc cachère en Israël. Et tous les quotidiens nous montrent ce matin d'impressionnantes photos de torrents d'eau et de cascades qui se sont formés dans le nord du pays après les très fortes précipitations de cette semaine. Et tous insistent sur une donnée quasiment inespérée. En quelques jours de fortes pluies, le niveau du lac de Tibériade a augmenté de 20 cm, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 5 ans. La neige est même tombée de rue également sur le plateau, sur le Hermon et sur une partie du plateau du Golan. Le Hermon qui est entièrement recouvert d'un épais manteau blanc et qui se prépare à accueillir des milliers de visiteurs durant le week-end. Dans le Haaretz, on insiste sur ces bonnes nouvelles, mais les responsables de l'Office national des eaux précisent également que ces pluies seront insuffisantes pour modifier la tendance actuelle à l'assèchement du lac de Tibériade. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec l'émission et la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire.